Bonjour à tous. Comme mentionné dans ma petite présentation, je fais mes travaux de recherche que je termine rapidement, comme ma superviseure est là, sur l'accommodement en milieu de travail québécois des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, et je me suis intéressée particulièrement à la jurisprudence, qui est donc un autre pan de ce qu'on voit aujourd'hui, outre le vécu et la trajectoire de ces personnes-là. Petit plan de présentation, évidemment, je ferai un rappel des principes juridiques. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens au fait ici de quels sont les principes applicables. Je me suis donc intéressée de façon beaucoup plus large qu'aux enjeux juridiques, notamment dans la littérature scientifique, les meilleures pratiques en psychologie organisationnelle et en gestion des incapacités sur la prise en charge du retour au travail d'une personne souffrant de problèmes de santé mentale, pour ramener le tout et donc par rapport à ce qu'on recommande dans un monde idéal de faire, que fait-on réellement, comment est-ce que les tribunaux administratifs qui ont des principes issus de la Cour suprême du Canada appliquent cette obligation d'accommoder les personnes à leur emploi, dans le contexte bien particulier d'une personne qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale qui peuvent se distinguer d'un problème physique qui demande d'abord réadaptation et par la suite adaptation d'un poste de travail parce que, comme on peut se l'imaginer, il y a une adaptation beaucoup plus grande à faire, par exemple des conditions de travail et de la lourdeur de la charge de travail notamment. Donc voilà. C'était un petit rappel sur une présentation qui était pour des non-juristes. La discrimination fondée sur le handicap est illégale. C'est prévu par nos chartes québécoises et canadiennes. Et donc, le handicap a été déterminé comme étant une limitation physique ou mentale, ainsi que, une affectation, une perception même de limitation, ou une combinaison de la limitation et de la perception de cette limitation-là peut être constituer un handicap. Et en conséquence, l'employeur a le devoir d'accommoder les personnes à son emploi jusqu'à l'atteinte d'une contrainte excessive. Pour essayer de contrecarrer ceci, elle peut faire valoir qu'elle a une exigence professionnelle justifiée, donc que pour réaliser une fonction, il faut exiger certaines choses de son travailleur. Toutefois, il faut aussi qu'elle prouve qu'elle subirait une contrainte excessive de ne pas respecter ces exigences-là, par exemple, de suivre un horaire très particulier ou d'obtenir une certaine production, par exemple, par semaine pour une personne. Par ailleurs, la cueillette de l'information médicale ne doit pas être utilisée pour embaucher seulement le candidat en parfaite santé qui représente le moins de risque d'absentéisme. Je vous ai mis la référence ici. On parlait de toute la question des questionnaires médicaux. C'est très difficile de sanctionner cette obligation-là qu'on rappelle dans la jurisprudence parce que malgré le fait qu'on dit ça, dans cette cause-là que je vous cite, la personne, son congédiement a été maintenu parce qu'on disait que les informations qui avaient été fournies étaient des informations en lien avec l'emploi en question. Et donc, finalement, particulièrement en santé mentale, les tribunaux exigent que soit prouvée l'incapacité de la personne à reprendre le travail dans un avenir prévisible. Ça peut être vraiment un enjeu en matière de santé mentale avec des absences qui se prolongent beaucoup, mais aussi des absences qui peuvent être chroniques et de plus courte durée, mais très, très fréquentes et qui, perturbent éventuellement le milieu de travail et la capacité d'une équipe de travail de produire le travail demandé. J'ai choisi de me tourner vers les tribunaux administratifs particulièrement. Donc, d'abord, l'arbitre de grief, qui rend des décisions seulement dans les milieux de travail syndiqués. Le tribunal administratif du travail, qui a deux divisions qui nous intéressent aujourd'hui, la division des relations de travail, pour toute la question des normes, et la division de santé et sécurité en révision des décisions de la CNESST. Dans le cadre aujourd'hui de ce travail en général, j'ai choisi de ne pas inclure les décisions de la CNESST parce que jusqu'à tout récemment, jusqu'à Caron, on avait
des décisions très, très mitigées et qui faisaient globalement pas place à l'obligation d'accommodement et qui timidement, avec les appels de la décision 40, se sont mises à considérer cette possibilité-là. Il y a aussi le Tribunal des droits de la personne qui est dans une bien moindre mesure impliqué dans l'obligation d'accommodement. La compétence est extrêmement limitée. Par ailleurs, en matière de, quand on parle de discrimination à l'égard d'un travailleur ou d'une travailleuse. Je vous ai mis ici un aperçu de la méthodologie de ce travail. Donc, c'est une analyse légale classique des décisions des tribunaux québécois, trouvée via Stockage à l'aide de mots-clés entre 2010 et 2018. Donc, ça donne un portrait assez récent de comment on a appliqué l'obligation d'accommodement. Et puis, donc, ce sont des décisions où la personne ou son représentant ont fait valoir le devoir d'accommodement de l'employeur. Donc, c'est une analyse avant tout du discours des juges administratifs. Comme je venais de le dire, j'ai exclu les décisions qui viennent de la Division de la santé et sécurité du travail. J'ai aussi choisi d'exclure les décisions qui traitent de dépendance parce qu'il y a des enjeux légaux différents, notamment ce qu'on appelle des lettres d'entente, des ententes de dernière chance qui s'appliquent beaucoup dans les cas particuliers de dépendance. Et là où il y a des obligations supplémentaires qui viennent, qui sont imposées au travailleur ou à la travailleuse de se plier à certains plans de traitement. Je vous fais ici une ligne rapide du temps pour ce qui concerne les travailleurs qui suivent un parcours où on cherche à obtenir une décision sur l'obligation d'accommodement. Une fois que se manifeste un problème de santé mentale, en général, la personne va consulter en vue d'un arrêt de travail ou en vue d'être supportée. Immédiatement dans l'arrêt de travail, mais plus généralement, beaucoup plus tard dans le parcours, la personne va faire une demande d'accommodement qui peut, et parfois même la demande d'accommodement arrive au même moment où le congédiement a lieu parce qu'on conteste le congédiement en faisant valoir qu'il y avait une obligation d'accommodement, mais il n'y a jamais eu de discussion d'accommodement jusqu'à ce qu'on se rende à ce congédiement-là. Là, le litige peut être porté devant les tribunaux. Par contre, il peut y avoir, dans le cas d'un congédiement, mais dans le cas où il y aurait une demande d'accommodement, la réponse de l'employeur est évidemment cruciale parce qu'il est supposé regarder l'ensemble des opportunités d'accommodement qui s'offrent pour eux. Et s'il choisit de ne pas accommoder ou si le travailleur ou la travailleuse n'est pas satisfait de l'accommodement proposé, le litige peut être porté devant les tribunaux. Je vous fais un portrait rapide des décisions que j'ai repérées en 2010 et 2018. Sur les 69 décisions, 43 femmes, 26 hommes. Et la majorité, qui est à 85 % en arbitrage de grief. C'est donc dire que là, on est vraiment en sous-utilisation de ces tribunaux administratifs-là pour faire valoir l'obligation d'accommodement. Et donc, la majorité des cas que j'ai vus sont des cas de congédiement en raison d'absentéisme fréquent ou chronique, et peu de demandes, par exemple, où l'employeur offre certaines choses, une certaine forme d'accommodement ou refuse d'accommodement, et la personne continue à travailler. Donc, en général, cette personne-là n'est plus à l'emploi parce que congédie et demande d'être réintégrée dans le milieu de travail. Puis, il y a peu de types d'accommodement qui sont considérés. C'est ce que je trouve le plus dommage, c'est qu'on regarde énormément est-ce que la personne peut être réintégrée, mais on ne regarde pas quelles sont les meilleures façons de réintégrer cette personne-là, d'obtenir du temps partiel, d'obtenir un retour progressif, par exemple. Et il y a un enjeu, à mon avis, très crucial sur la capacité de la personne à fournir sa prestation de travail à temps plein, avec point d'interrogation, parce que c'est ce qui me semble ressortir, c'est que le temps partiel, c'est pour les gens qui étaient déjà à temps partiel. C'est très difficile d'obtenir un emploi accommodé pour une personne qui veut retourner dans son milieu de travail à temps partiel. Je ne dis pas que c'est impossible, mais j'ai vu peu de cas. J'ai vu des cas où on refusait de ramener la personne au travail parce qu'elle n'était pas capable de faire du temps plein, parce qu'il aurait fallu compenser pour les journées où elle n'était pas en mesure de faire ses tâches.
J'ai voulu vous faire part de certains facteurs qui me semblaient influencer l'issue de la décision. Par exemple, les principales raisons du refus d'accommodement, bien évidemment, il y a tout l'enjeu de faire la preuve de la capacité ou de l'incapacité. C'est l'employeur, normalement, qui doit faire la preuve de l'incapacité de reprendre le travail dans un avenir prévisible ou de réduire l'absentéisme. Je vais vous parler d'un autre cas où, là, on semble renverser le fardeau. Mais l'employeur, ce qui peut aussi mener à un refus d'accommoder. Et donc, en général, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on refuse d'accommoder, mais on refuse de réintégrer cette personne-là au travail. On refuse, on maintient un congédiement, c'est ça qu'on fait. Par exemple, avec des réponses incomplètes ou fausses dans des questionnaires médicaux, il faut le rappeler, ces gens-là sont tenus de cette interprétation-là du droit de nommer leurs limitations fonctionnelles, pas leur diagnostic, mais leurs limitations fonctionnelles pour que l'employeur soit au courant de qu'est-ce que la personne peut et ne peut pas faire. Mais là, c'est tout l'enjeu de se demander jusqu'où peuvent aller ces questions-là, puis jusqu'où est-ce qu'il faut être très ouvert sur l'ensemble de son historique médical pour des gens qui ont un historique médical, par exemple en santé mentale, qui est assez lourd. Ne pas dévoiler donc ces limitations nécessitant un accommodement et le manque de collaboration qui peut être évalué de façon très différente selon le décideur administratif. Dans les cas majoritaires, en fait, ce que j'ai fini par regarder, c'est avant tout l'arbitrage vu les 85 % pour faire une analyse plus en profondeur. La collaboration est un élément essentiel de part et d'autre, mais particulièrement pour le salarié ou la salariée, parce que ne pas collaborer, ça peut vouloir dire qu'on met fin à l'emploi et qu'on dit bien, il n'y avait rien d'autre à faire parce que de toute façon, monsieur ou madame ne collaborait pas au processus. C'est dans ce cas-là, dans le cas des conditions de santé multiples, que plusieurs décideurs administratifs, en fait, plusieurs arbitres appliquent une espèce de tendance jurisprudentielle tirée de je ne sais pas trop où, qui dit qu'on renverse le fardeau et que ça appartient au syndicat et donc au travailleur ou à la travailleuse qu'elle défend de prouver sa capacité quand on a plusieurs conditions de santé. Moi, ce que je lis en dessous de ça, c'est que les experts de l'employeur ne sont pas en mesure de faire une preuve parce que, par exemple, c'est un expert psychiatre et la personne a aussi une limitation, par exemple, un problème de dos. Donc, cet expert psychiatre ne peut pas donner un portrait réaliste des capacités de retour au travail parce que les facteurs sont cumulés. Donc, c'est très difficile de faire une évaluation du pronostic de la personne. Et donc, on demande à la personne d'essayer là, faites la preuve que vous avez une capacité, faites la preuve d'une amélioration de vos conditions de santé pour que là, on considère que vous êtes en mesure de revenir au travail dans un avenir prévisible. Les principales raisons pour accorder un accommodement, évidemment, l'employeur qui ne fait pas la preuve adéquate de l'incapacité de reprendre le travail et ou de diminuer l'absentéisme, ou encore le syndicat, dans les cas où j'ai regardé le plus parce que je me suis attardée aux arbitrages, c'est le syndicat qui fait la preuve de cette capacité, qui fait la preuve d'une grande amélioration dans la situation du travailleur, dans sa situation médicale, et qui prouve qu'on sera capable d'obtenir une prestation de travail plus soutenue de cette personne-là. Donc, aussi, des efforts insuffisants d'accommodement de l'employeur. Les grands employeurs, comme on l'a vu par exemple dans le cas Hydro-Québec, malgré le fait que la travailleuse est perdue, c'est un employeur qui a fait beaucoup de démarches pour en venir à ne plus être en mesure d'accommoder cette personne-là, mais un grand employeur comme ça, où il y a des conventions collectives qui donnent beaucoup de droits aux syndicats, il faut les mettre en action, il faut que l'employeur prouve qu'il les a mis en action et qu'il a tenté différentes démarches et que ces démarches-là ne permettent pas d'offrir la prestation de travail du travailleur. Par ailleurs, un manque de collaboration de l'employeur qui ne, justement, les mettrait pas en action, ces droits prévus par la convention collective, serait une raison d'accorder un accommodement et de forcer les gens à retourner. Soit négocier ou encore de réintégrer la personne avec l'accommodement nécessaire. Je vous fais part de quelques limitations. C'est certain que je prends en compte seulement le discours officiel. On voit
les informations qui sont traitées dans cette décision-là sont traitées sous un angle juridique. Il faut qu'elles constituent de la preuve, il faut qu'elles soient pertinentes à de la prise de décision en droit. Et aussi, elles sont vues du point de vue de l'arbitre, qui rappelle en général ce qui lui semble pertinent. Ça ne nous permet pas non plus de voir les cas d'accommodement qui sont des réussites où les gens se sont entendus, ont négocié un accommodement, ont pu faire un compromis. Et on ne voit pas non plus les règlements hors cours ou encore des négociations parce qu'il y a certains arbitres qui vont choisir de dire aux parties que la personne en fait, qu'il force le syndicat, le plaignant et l'employeur à reprendre des négociations pour faire une tentative ultime d'accommodement. Dans ce cas-là, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe. Par ailleurs, on n'a aucune information par rapport aux personnes qui ne font pas appel au recours juridique. Et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués. Et on sait que les gens qui ne sont pas syndiqués, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus précaires que dans le milieu syndiqué. Pas qu'il n'y en ait pas, mais il y a une plus grande proportion de gens qui ne sont pas syndiqués qui sont précaires. Les conséquences pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, évidemment, les personnes qui ne sont pas syndiquées sont peu représentées là, dans ce qu'on a vu. Les arbitres de grief interviennent par ailleurs très peu pour définir les types ou les façons d'accommoder et l'incapacité de reprendre le travail à temps plein peut être évidemment un frein au maintien du lien d'emploi. Sur ce, je vous remercie et je vous invite à poser des questions ou à émettre des commentaires si vous avez du vécu sur ce genre de problème-là.